encore, la mission se propose de fournir aux survivants du Grand Sud donc, un accompagnement psychosocial donc, qui devrait normalement, j'ai bien dit, qui devrait conduire à une prise en charge sur le long terme, donc au long cours. Mais ce n'est pas évident. Donc, l'objectif, c'était non seulement de procurer des soins psychologiques à plus de 300 survivants. Vous allez voir qu'on a largement dépassé ce nombre. On est très content. Et puis, c'était aussi de fournir un soutien psychologique individualisé à travers des méthodes de thérapie brève, entre autres, et aussi de renforcer les structures communautaires. Donc, je vais parler tout de suite après de l'approche qu'on a utilisée et du contexte. Vous allez comprendre pourquoi il était important pour nous, justement, de renforcer les structures communautaires de base, de travailler avec les structures préexistantes dans le milieu d'intervention, donc afin de pouvoir vraiment atterrir avec cette mission-là. Et puis ensuite, on avait pour objectif de réaliser des séances de psychoéducation dans les écoles. Bendy. Donc, donc il y a un dernier objectif, c'est qu'on avait un protocole après le cyclone Matthew. Donc c'était important pour nous d'adapter ces protocoles-là qui étaient déjà disponibles pour pouvoir mieux les appliquer dans le contexte post-séisme 2021. Mettre l'accent sur la pyramide des besoins où est représenté, on va dire, un éventail de besoins en termes de santé mentale et de soins psychosociaux. Donc ça va de l'intégration de considérations sociales et culturelles, ce qui a été très absent dans les interventions post-séisme en 2010, la prise en compte de la culture, la prise en compte des considérations sociales au sein des services de base, la prestation de services spécialisés pour les individus présentant des pathologies beaucoup plus sévères, beaucoup plus complexes, mais aussi il y avait chez nous une nécessité, c'était important pour nous d'éviter de nuire, c'est-à-dire de promouvoir les droits de l'homme, l'égalité, d'utiliser, comme il est mentionné ici, des approches participatives, de nous appuyer sur les ressources qui existaient déjà au sein de la communauté, c'est-à-dire les organisations de base, les leaders communautaires qui travaillent dans le milieu. Donc ça fait que les gens se sont dit, ils étaient partie prenante de cette intervention-là. Certes, à la base, à l'origine, c'était une intervention de la psy, mais les gens se sont appropriés, les organisations locales se sont appropriées cette mission, ce qui a contribué à la grande réussite de cette intervention. Donc, voilà pour regarder que la première photo. Donc la première photo, c'était une réunion de travail avant même d'aller sur le terrain, ce que souvent beaucoup d'ONG internationales ne font pas forcément. Donc pour comprendre le contexte, pour discuter bien sûr de la situation dans le département de la Grande-Anse où l'intervention allait se tenir. Donc là, il y a moi-même, le président de l'association, la coordonnatrice Madame Georges, donc Roginette Georges, et puis Adolphe Dufresne et Lindor, donc deux superviseurs. Donc en amont, ça c'est fondamental dans toute intervention. Donc nous ne pouvons pas débarquer comme ça sur le terrain, nous pensons que nous connaissons tout le bagage. Donc il faut que mon préparation qui fait. Donc on s'était rencontrés et à partir de là, donc on a enchaîné avec les différentes étapes. Les autres photos, c'est surtout ce qui s'est passé sur le terrain. La deuxième photo ici, c'est la formation de l'équipe qui allait intervenir sur le terrain. Donc, vous avez compris, c'est-à-dire avant même d'arriver sur le terrain, en amont, il y a eu du boulot. Donc, et la troisième photo, Bendy. Donc là, on a travaillé avec des enfants. Ensuite, on a également travaillé avec les centres hospitaliers disponibles sur le terrain. Et après, on a travaillé avec des organisations de femmes. On a aussi travaillé au plus près de la population. Donc, des fois, il faut aller vers les gens. C'est ce que j'appelle une politique de santé mentale de proximité. Globalement, donc, on a réalisé des séances de psychoéducation où on a touché environ 6274 participants. Donc, je pense que c'est un chiffre, c'est un nombre qui parle. Et puis ensuite, on a réalisé des ateliers thérapeutiques avec des enfants, 344 participants. Des ateliers thérapeutiques avec des adultes, donc 344 participants également. Et aussi, on a réaliser entre autres des ateliers thérapeutiques pour les soignants, pour les organisations de femmes. On a réalisé des groupes de parents, des groupes pour les enfants. C'est concernant les 10 questions qui ont été posées aux participants par rapport aux symptômes du trouble de stress post-traumatique. Ce
qu'on a constaté, c'est que par exemple le symptôme d'hypervigilance est très présent. C'est présent chez environ 91% de la population. En gros, ça arrive nous souvent, nous faisons vivre des événements comme ça, nous toujours sous garde nous. Donc des fois, tout petit bruit, nous envie péter courir. Donc c'est des bagages que nous pas souvent associés avec des conséquences qu'il y a en événement nous vivons, mais qui gagnent un pile rapport ensemble avec lui. Donc bon, nous garantit si un camion qui font passer là, ou bien si un bar qui passe terre, font secouer tout petit, même si c'est pas tremblement de terre. Bah dit c'est moi-même seul qui prête dans salle là, mais il y a plein de monde qui courir. Donc ça c'est important pour nous identifier si ça va là nous. Donc après il y a eu aussi des perturbations du sommeil chez 83,9% de la population évaluée. Ce sont des stats, qui sont des statistiques très alarmantes, honnêtement. Donc vous avez vu que dans le contexte post-séisme 2010, les dernières recherches ont mis en évidence des séquelles chez des symptômes sévères du trouble de stress post-traumatique chez plus d'un tiers de la population. Là, on est quasiment sur la totalité de la population évaluée. Autant dire que les gens en souffrent énormément. Parmi les recommandations, c'est qu'on a compris que le volet, ça c'est important surtout pour les médias, le volet santé mentale doit faire partie de toute politique globale de santé publique mise en place dans les zones d'intervention post-catastrophe. Il faudra donc considérer le fait que la santé mentale soit un état de complet bien-être physique, mental, la santé alors, et sociale. Et ensuite, il faut qu'il y ait une cartographie complète des ressources disponibles dans les zones d'intervention. Également, les organisations en mission doivent appliquer une politique d'intégration des leaders communautaires donc, au sein de leur intervention. Et ensuite, avant de conclure, il faudra aussi former les leaders communautaires au premier secours psychologique, ce que je n'avais pas mentionné, qu'on a réalisé. Donc on a formé plus d'une trentaine, c'est ça Pascal, plus d'une trentaine de leaders communautaires au premier secours psychologique. Ce sont des gens qui seront à même de proposer les premiers soins donc, en termes de santé mentale et de soutien psychosocial avant de pouvoir référer la population donc, à des professionnels ou encore aux services de soutien qui existent dans la communauté. Donc en définitive, cette intervention post-séisme 2021 montre que la prise en charge psychologique des victimes de catastrophes naturelles est une nécessité de santé publique. C'est important.